Envie de commencer l'année du bon pied avec des gestes simples mais puissants pour votre bien-être? Dans cet épisode spécial, je vous partage les clés essentielles pour prendre soin de votre santé et créer un quotidien plus équilibré. Hydratation, astuces naturelles et bien-être global, mettez toutes les chances de votre côté pour une année pleine de vitalité et de sérénité. Parce que les meilleures résolutions sont celles qui simplifient la vie. On le sait tous, l'inflammation est une réaction naturelle de l'organisme pour se défendre contre les infections ou les blessures. Mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut perturber notre équilibre et contribuer à des problèmes de santé long terme, tels que les maladies cardiovasculaires, les douleurs articulaires ou encore le diabète. Joli programme. Réduire cette inflammation chronique grâce à des gestes quotidiens est essentiel pour maintenir une bonne santé et surtout, c'est à la portée de chacun. Dans cet épisode, je vous propose des méthodes simples, axées comme souvent sur la nutrition, le sommeil et des pratiques douces comme le stretching ou la respiration consciente pour apaiser le corps et réduire l'inflammation. Le but de ce genre d'épisode est de vous laisser piocher dans chaque catégorie là où les solutions qui vous semblent les plus faciles à intégrer à votre quotidien, sans le bouleverser ou vous prendre du temps supplémentaire. Commençons par le nerf de la guerre, la nutrition anti-inflammatoire, en voyant les bases. En effet, l'alimentation joue un rôle clé dans la gestion de l'inflammation. Certains aliments comme les sucres raffinés, les graisses saturées ou les produits transformés peuvent exacerber les processus inflammatoires, tandis que d'autres, riches en antioxydants et en nutriments essentiels, aident à calmer ces inflammations. Un aspect souvent négligé de l'alimentation est le contrôle des pics de glycémie, qui peut influencer l'inflammation chronique. Des variations importantes de la glycémie causées par une consommation excessive de glucides rapides entraînent une libération accrue d'insuline. À long terme, cela peut provoquer une résistance à l'insuline, un état lié à l'inflammation. Limiter ces pics est donc crucial pour préserver la santé. Et pour cela, l'ordre dans lequel nous mangeons nos aliments joue un rôle clé. Il faut commencer par les fibres, car manger des crudités ou des légumes riches en fibres en début de repas permet de ralentir l'absorption des glucides et d'atténuer les pics de glycémie. Facile, non? Introduisez ensuite les protéines et les graisses avant les glucides. En effet, les protéines et les graisses ralentissent la digestion des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie qui favorisent l'inflammation. Pour terminer sur ce point, connaissez-vous l'effet des acides? Des aliments comme le vinaigre de cidre ou le jus de citron, consommés avant ou en début de repas, peuvent aider à réduire la montée de la glycémie en ralentissant la vidange gastrique. Parlons à présent des aliments anti-inflammatoires à privilégier, comme les fruits et les légumes riches en fibres et antioxydants, comme les baies, les épinards et le brocoli, pour neutraliser les radicaux libres et calmer l'inflammation. Mais aussi les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, riches en oméga 3, qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Les huiles végétales saines, comme l'huile d'olive extra vierge, source de polyphénol protecteur, ou encore les graines et noix, notamment les graines de chia, de chanvre, qui apportent des oméga 3 et des fibres bénéfiques. Et pour finir, les épices comme le curcuma et le gingembre, connus pour leurs vertus anti-inflammatoires, notamment grâce à la curcumine dans le curcuma. Il existe aussi des boissons anti-inflammatoires. Les boissons comme le thé vert, riche en antioxydants, ou les infusions de gingembre et de curcuma peuvent également contribuer à réduire l'inflammation en hydratant le corps tout en apportant des bienfaits apaisants. Parlons maintenant du rôle crucial du sommeil pour l'équilibre et la régulation de l'inflammation. Le sommeil est essentiel pour permettre à l'organisme de se régénérer et de réguler les processus inflammatoires. Un manque chronique de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil peuvent augmenter les niveaux de marqueurs inflammatoires, ce qui aggrave l'état de l'organisme. Il est donc primordial de veiller à une bonne hygiène de sommeil pour réduire l'inflammation. Voici quelques conseils, toujours les mêmes, pour améliorer la qualité du sommeil. Comme établir une routine apaisante, invariablement, éviter les écrans avant le coucher, préférer la lecture ou la méditation pour vous relaxer. Perso, depuis un peu plus de 3 ans, je baisse la luminosité dès le dîner et au fur et à mesure de la soirée, jusqu'au coucher. Et bien que cela ne suffise pas à régler mes difficultés d'endormissement, je constate une nette différence, je ressens plus de fatigue et l'envie d'aller au lit, ce qui est un vrai premier pas. Ensuite, sans surprise, aménager un environnement de sommeil sain. Un oreiller ergonomique, un matelas adapté ainsi qu'une température agréable et une pièce sombre favorisent évidemment un sommeil réparateur. Et pour clore, faites attention à votre alimentation, évitez les repas lourds, le sucre et la caféine avant de dormir, car ils peuvent perturber le sommeil et augmenter l'inflammation. Mon dernier point pour réduire efficacement l'inflammation dans le corps, les pratiques douces, comme le yoga, doux, et le stretching. Le yoga est une pratique idéale pour réduire l'inflammation.
Il combine des postures simples avec des techniques de respiration, ce qui permet de détendre les muscles et de réduire le stress. Contrairement aux exercices intenses qui peuvent parfois aggraver l'inflammation à court terme, le yoga doux stimule la circulation sanguine sans stresser le corps. Personnellement, je ne pratique pas de yoga, mais j'étire soigneusement chaque partie de mon corps, allongé ou debout. Bon, debout, évidemment, c'est plus efficace, mais je suis une petite feignasse, alors parfois je fais ça sur le canapé, et tant que je ressens les mêmes bénéfices, ça suffit à mon bonheur. La respiration consciente et profonde est également un outil efficace pour calmer le système nerveux et réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Une respiration lente et contrôlée favorise la relaxation et peut ainsi contribuer à réduire l'inflammation. La méditation est dans ce type de cas. La gestion du stress est cruciale pour réduire l'inflammation chronique car le stress active des réactions inflammatoires dans l'organisme. La méditation et la pleine conscience, en aidant à réduire le stress mental et physique, sont des pratiques très efficaces pour abaisser les niveaux d'inflammation dans le corps. En bref, l'inflammation chronique peut affecter gravement la santé. Mais en adoptant des gestes simples au quotidien, comme une alimentation qui stabilise la glycémie, un sommeil de qualité et des pratiques douces telles que le yoga et la méditation, il est possible de réduire ces processus inflammatoires. Ces habitudes quotidiennes mises en place progressivement peuvent améliorer de manière significative votre bien-être à long terme, ce qui est loin d'être négligeable. Cet épisode vous a plu et vous souhaitez aller plus loin? Je vous ai laissé dans les notes de cet épisode les liens de 2 autres épisodes qui pourraient fort vous intéresser. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un problème très sous-estimé, la déshydratation chronique qui est une condition subtile mais répandue où le corps ne reçoit pas une quantité d'eau suffisante de manière continue. Et contrairement à la déshydratation aiguë où les symptômes sont immédiats, soif intense, vertige, la déshydratation chronique s'installe progressivement et peut passer inaperçue pendant longtemps. Toutefois, les répercussions sur la santé à court et long terme peuvent être significatives. Pour commencer, parlons des causes et symptômes initiaux, car plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la déshydratation chronique. L'insuffisance d'apport en eau, évidemment, un apport en eau insuffisant est souvent la cause première. L'alimentation. Les aliments transformés, riches en sel, augmentent les besoins en hydratation. La caféine et l'alcool, bien sûr, car ces diurétiques favorisent l'élimination accrue de l'eau par les urines. Le vieillissement, puisqu'avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui réduit naturellement la consommation d'eau. Et l'activité physique, puisque ne pas compenser les pertes d'eau dues à l'exercice ou à la chaleur peut également entraîner une déshydratation sur le long terme. Les symptômes initiaux de la déshydratation chronique incluent généralement la fatigue, la sécheresse cutanée, les maux de tête, la constipation et une sensation générale de léthargie. Un programme formidable, n'est-ce pas? Mais sachez que les effets les plus préoccupants se manifestent à plus long terme. Passons aux effets sur la santé à court et moyen terme. Sur une période plus courte donc, la déshydratation chronique peut affecter de nombreux systèmes du corps, causant fatigue persistante, puisque l'insuffisance d'eau altère le métabolisme énergétique, menant à une sensation de fatigue continue. Des problèmes rénaux, puisque le manque d'eau contribue à la formation de calculs rénaux et peut entraîner le risque d'infection urinaire, des douleurs articulaires, puisque l'eau est essentielle pour maintenir les cartilages souples et lubrifiés, une hydratation insuffisante peut aggraver les douleurs articulaires. Constipation, puisque le transit intestinal est ralenti sans une hydratation adéquate, et l'hypertension, puisque le volume sanguin étant réduit en cas de déshydratation, le cœur doit travailler plus fort pour maintenir une pression sanguine adéquate, ce qui peut entraîner une hypertension. Mais les conséquences à long terme sont bien pires puisqu'elles vont des maladies chroniques à un vieillissement prématuré. Et oui, à long terme, la déshydratation chronique peut être à l'origine de maladies graves et accélérer le vieillissement de l'organisme, à commencer par le vieillissement prématuré. La déshydratation accélère le vieillissement cellulaire en entravant la régénération cellulaire et l'élimination des toxines. Cela se traduit par un vieillissement prématuré, visible de la peau, rides, perte d'élasticité, mais aussi par une usure plus rapide des organes internes. Elle peut également causer des problèmes rénaux et cardiaques, puisque les reins sont particulièrement vulnérables à la déshydratation chronique. Ils doivent filtrer les toxines avec moins d'eau, ce qui peut les endommager au fil du temps, augmentant ainsi le risque d'insuffisance rénale. De plus, la déshydratation prolongée force le cœur à pomper du sang plus épais, ce qui peut conduire à des maladies cardiaques ou à une pression artérielle élevée. Elle peut également causer un déclin cognitif et des troubles neurologiques. L'eau est essentielle pour le fonctionnement optimal du cerveau.
Une hydratation insuffisante chronique peut accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. La mémoire, la concentration et même l'humeur peuvent être affectées. Petit 4. Syndrome métabolique et diabète. Le manque d'hydratation peut aggraver les conditions du syndrome métabolique. Un ensemble de facteurs de risque comme l'hypertension, l'obésité et la glycémie élevée qui prédisposent aux maladies chroniques telles que le diabète de type 2. Petit 5. Affaiblissement du système immunitaire. Puisqu'une déshydratation prolongée peut affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies auto-immunes. Les cellules immunitaires nécessitent de l'eau pour produire les anticorps et une déshydratation prolongée limite cette capacité. Petit 6. Les problèmes osseux et ostéoporose. Les os ont également besoin d'une hydratation constante pour se renouveler. La déshydratation chronique contribue à la diminution de la densité osseuse, augmentant ainsi les risques de fractures et d'ostéoporose. Petit 7. Les troubles digestifs. Promis, c'est bientôt fini. Un déséquilibre prolongé de l'hydratation affecte le microbiome intestinal, entraînant des troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable, des ulcères ou une constipation chronique. Et pour finir, les infections urinaires et les cancers, puisque la concentration de l'urine chez les personnes déshydratées augmente le risque d'infection urinaire. Sur le long terme, cette accumulation de toxines dans la vessie pourrait aussi favoriser l'apparition de cancers des reins ou de la vessie. Et comme on n'est pas là pour se morfondre et qu'il vaut mieux prévenir que guérir, pour éviter les effets délétères de la déshydratation chronique, il est crucial de boire régulièrement de l'eau, même en l'absence de soif. Voici quelques conseils pratiques. Boire de l'eau en quantité suffisante chaque jour, en particulier avant et après l'exercice ou par temps chaud. Consommer des aliments riches en eau comme les fruits et les légumes, les pastèques, les concombres, les oranges. Et enfin, limiter les boissons diurétiques comme l'alcool, le café ou les sodas riches en caféine. La déshydratation chronique est une menace encore trop souvent ignorée, mais ses effets à long terme sur la santé peuvent être graves. Pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, il est essentiel de maintenir une hydratation régulière et adéquate. C'est quand même pas très difficile de boire de l'eau chaque jour pour échapper à la longue liste horrible que je viens de vous citer. Et comme vous êtes ici parce que vous prenez soin de vous, je vous recommande vivement l'écoute de l'épisode 4 qui est très complémentaire à celui-ci. Vous connaissez très certainement le bicarbonate de sodium, également connu sous le nom de bicarbonate de soude, et je sens que déjà là on a éclairci quelque chose, qui est une poudre blanche aux multiples usages. On le trouve naturellement dans les gisements minéraux, souvent extraits de minerais comme le natron ou produits synthétiquement à partir de carbonate de sodium et de dioxyde de carbone. Pour la petite histoire, il est utilisé depuis l'Antiquité. Le bicarbonate de sodium a d'abord été extrait du natron, un minéral utilisé par les Égyptiens pour la momification et comme agent nettoyant. Et au XIXe siècle, sa production industrielle a commencé en rendant de nombreux bienfaits accessibles au grand public. Mais alors, quels sont les usages du bicarbonate de sodium en santé ? Commençons par parler d'hygiène bucco-dentaire. L'utilisation la plus connue, c'est en dentifrice naturel. Je m'explique. Le bicarbonate de sodium peut être utilisé comme dentifrice pour nettoyer les dents de manière naturelle. Ses propriétés abrasives permettent également de blanchir les dents en éliminant les taches superficielles causées par la nourriture et les boissons. Attention toutefois à ne l'utiliser que très occasionnellement et pas pur parce qu'il a tendance à rayer l'émail. Gare à l'effet rebond, allez-y mollo. Mais vous pouvez également l'utiliser en bain de bouche. En effet, il lutte contre la mauvaise haleine et rééquilibre le pH en neutralisant les acides buccaux et en réduisant les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Pour ce faire, il faut dissoudre une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium dans un demi-verre d'eau tiède et se gargariser avec. Les avantages sont la réduction de l'acidité, l'amélioration de l'haleine et l'apaisement des gencives irritées, et en plus c'est facile à préparer. Il peut également aider pour les problèmes digestifs. Par exemple, pour soulager les brûlures d'estomac. Et oui, le bicarbonate de sodium agit comme un antiacide naturel et soulage les brûlures d'estomac en neutralisant l'excès d'acidité dans l'estomac. J'en ai fait l'expérience que très récemment et j'ai été tellement bluffée que ça m'a poussée à écrire l'article sur le sujet. Bon, je vais encore vous raconter ma vie, mais je rentrais d'une soirée où j'avais bu un peu de champagne et malheureusement trop peu mangé. J'ai mangé un peu en rentrant chez moi, mais à ce moment-là, j'avais déjà des acidités dans l'estomac et je me voyais pas du tout aller me coucher comme ça. En plus, ce genre de truc ne m'arrive jamais, donc j'ai rien de ce qui peut aider ce type de désagrément.
Puis je me suis souvenu avoir déjà entendu parler de cette astuce, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Faut dire que le risque n'était pas très grand et que j'étais un peu au bout de ma vie. Alors go dissoudre une cuillère à café dans un verre d'eau et magie, en quelques secondes, c'était réglé. Par contre c'est dégueu, je préfère prévenir. Testez également pour traiter les indigestions. Cette fois c'était pas moi le cobaye, mon cœur si tu m'écoutes, et bien sûr qu'il écoute puisque c'est lui qui fait le montage. Bref, revenons à nos moutons. En aidant à rééquilibrer le pH de l'estomac, il peut également être utilisé pour soulager les indigestions et les maux d'estomac. Et il a confirmé le monteur. Ce fut moins rapide que pour l'acidité, mais en 15 minutes environ, ça allait déjà beaucoup mieux. Le bicarbonate aide aussi dans le soin des blessures et des irritations. Par exemple, pour apaiser les piqûres d'insectes, il suffit d'appliquer une pâte de bicarbonate de sodium et d'eau sur les piqûres d'insectes et ça peut aider à réduire les démangeaisons et l'inflammation. On note pour les piqûres de moustiques cet été. Peut également être utile dans le traitement des irritations cutanées et des coups de soleil. Dans ce cas, utilisez-le dans un bain avec quelques cuillères de bicarbonate de sodium et ça peut réellement vous apporter un soulagement, un apaisement et réduire l'inflammation. Parlons à présent des usages du bicarbonate de sodium en beauté. Personnellement, je l'utilise déjà depuis des années pour le soin du visage. Il peut être utilisé comme exfoliant doux pour éliminer les cellules mortes de la peau et ça fonctionne super bien. Dans le creux de la main, mélangez avec un petit peu d'eau pour former une pâte et appliquez-le sur le visage en mouvement circulaire sans trop appuyer avant de rincer. Parfois je le mélange à un peu de mon nettoyant visage, c'est pas mal non plus. Il permet aussi le traitement des boutons et de l'acné. Grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, le bicarbonate de sodium peut aider à réduire les boutons et les éruptions cutanées. Dans ce cas, appliquez une petite quantité sur les zones concernées. Mais aussi pour le soin des cheveux, en shampoing clarifiant pour éliminer les résidus. Dans ce cas, ajoutez simplement du bicarbonate de sodium à votre shampoing habituel pour aider à éliminer les résidus de produits capillaires et à clarifier le cuir chevelu, ce qui laisse les cheveux plus propres et brillants. En traitement des démangeaisons du cuir chevelu, vous faites un massage doux avec une solution de bicarbonate et d'eau, ça peut apaiser les démangeaisons et réduire les pellicules. Il peut également être utilisé dans le bain pour une sorte de bain de beauté, pensez à Cléopâtre, puisque son utilisation dans les bains peut adoucir la peau. Il suffit d'ajouter un petit peu de bicarbonate de soude à l'eau du bain pour adoucir la peau et laisser une sensation de douceur et de propreté. De plus, il présente des avantages pour détendre les muscles car ses propriétés alcalines aident à détendre les muscles fatigués et endoloris, offrant une expérience de bain relaxante et réparatrice. Passons maintenant aux usages du bicarbonate de sodium dans la maison et la cuisine. Pour un nettoyage écologique, il est effectivement très performant en nettoyant multi-usages pour la cuisine et la salle de bain. C'est un excellent nettoyant naturel qui peut être utilisé pour récurer les éviers, les plans de travail, les cuisinières et les baignoires. Sa nature abrasive aide à éliminer les saletés tenaces sans endommager les surfaces. Maintenant vous comprenez pourquoi je mets un petit warning sur les dents. Vous pourrez également l'utiliser pour l'élimination des taches tenaces et des moisissures, mélangé à du vinaigre ou de l'eau. Il peut être appliqué sur les taches de moisissure ou de graisse pour les éliminer hyper efficacement. Mais encore, pour la désodorisation, pour neutraliser les odeurs dans le réfrigérateur ou encore en désodorisant pour les chaussures et tapis. En cuisine, vous pourrez l'utiliser comme agent levant dans les pâtisseries ou pour faire lever la pâte. Et pour finir, pour l'entretien des ustensiles de cuisine, comme le nettoyage des casseroles et des poêles brûlés ou l'élimination de résidus alimentaires. Pour résumer, le bicarbonate de sodium est un produit naturel et polyvalent aux multiples usages bénéfiques. En santé, il améliore l'hygiène bucco-dentaire, soulage les problèmes digestifs et traite les irritations cutanées. En beauté, il exfolie la peau, clarifie les cheveux et adoucit le bain. À la maison, il nettoie efficacement, déodorise et sert d'agent levant en cuisine. Je me permets de préciser que pour une utilisation sûre, je vous recommande de tester une petite quantité sur la peau pour vérifier toute réaction allergique, utiliser des dosages appropriés surtout pour les usages internes, consultez un professionnel de santé avant de l'utiliser pour des problèmes médicaux sérieux. Si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode. Un lien vous emmène directement vers l'article où j'ai bien détaillé les différents usages et où je vous donne les petites recettes pour chacun d'eux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!